Merci de rester fidèle à Chérifla TV à Bamako en Afrique et dans le reste du monde. Nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, nous vous proposons la grande édition dont le concept repose sur la rétrospective des faits marquants de la semaine au niveau de la rédaction de Chérifla TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. En marge de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président IBK a rencontré la diaspora malienne à New York. Je vous propose tout de suite de revenir sur cet élément proposé par Marietou Diallo. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas voulu retourner au Mali sans rencontrer les siens. Plus de 10 000 Maliens vivent à New York et travaillent dans tous les secteurs de la vie économique. Il y a également beaucoup d'étudiants maliens dans les universités de New Jersey, la ville voisine. Le président du Haut Conseil des Maliens de New York s'est réjoui de l'intérêt que le président Ibrahim Boubacar Keïta accorde à nos compatriotes vivant dans la grande métropole américaine. Les recommandations formulées par la diaspora malienne sont entre autres leur représentativité à l'Assemblée nationale et un quota élevé dans l'attribution des logements sociaux. Dans sa réponse, le président de la République a salué la contribution de la diaspora dans le développement du Mali qui se chiffre à des centaines de milliards de francs CFA. Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit très sensible aux difficultés que rencontrent nos compatriotes à l'extérieur. Face à ces difficultés, le chef de l'État a demandé aux uns et aux autres de se donner la main pour rehausser davantage l'image de notre pays à l'extérieur. Le chef de l'État a rassuré la diaspora malienne par rapport aux efforts consentis par le gouvernement dans le règlement de la crise du Nord. Plusieurs actions ont été menées depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, notamment la création des régions de Ménaka et Taoudéni, la prise en charge du retour des réfugiés et déplacés de guerre, le démarrage du processus de mise en place des autorités intérimaires, la mise en place du comité de révision de la Constitution, le vote de la nouvelle loi électorale. En outre, le président de la République a assuré que le gouvernement mettrait tout en œuvre pour instaurer la sécurité dans le pays. Le 28 septembre de chaque année est considéré comme étant la journée internationale de lutte contre la rage. Les autorités maliennes sont énergiquement solidaires de cette commémoration et mettent à profit cette journée pour véhiculer des messages de sensibilisation et de prévention contre cette maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Voyons plus de détails à travers cet élément qui avait été diffusé le mardi dernier. Cette journée mondiale de lutte contre la rage est placée sous le signe de l'engagement pour venir à bout de ce fléau qui sévit encore dans plusieurs pays du globe terrestre. Selon les chiffres officiels, environ 60 000 personnes meurent chaque année de rage sous la souffrance la plus extrême, une grande majorité étant des enfants mordus par des chiens contaminés. Or, la vaccination d'au moins 70% des chiens pourrait interrompre le cycle de transmission chez les chiens et vers l'homme. La journée mondiale de la lutte contre la rage, c'est effectivement aujourd'hui le 28 septembre. C'est une cérémonie qui est célébrée partout à travers le monde. Je place cette cérémonie au niveau du Mali sous le signe de l'engagement, n'est-ce pas, du monde vétérinaire à éradiquer la maladie dans un délai vraiment assez bref. Donc c'est dans ce sens que je voudrais que tous les vétérinaires, n'est-ce pas, de notre pays se mobilisent autour de la Direction nationale des services vétérinaires pour pouvoir célébrer cette journée et s'engager pour que désormais la rage ne tue plus un Malien. Depuis janvier 2016 jusqu'à nos jours, le service de santé du Mali ont enregistré dans plusieurs cas de rage, dont 5 mortalités. Compte tenu de tout ceci, je pense que tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser. Les vétérinaires, les responsables de la santé, notamment les médecins, nos confrères de la médecine humaine, les services publics, c'est extrêmement important, les responsables administratifs et politiques, parce que quand on parle de la rage, le vrai problème, c'est l'information, la sensibilisation. Pourtant, cette maladie n'est pas une fatalité si les pouvoirs publics, les différentes organisations ainsi bien que les foyers jouent pleinement leur partition en ayant un accès facile aux vaccins de qualité et de manière à conduire les campagnes de vaccination efficaces sur le long terme. Techniquement, la transmission, le mode de transmission, il y en a plusieurs, hein, mais généralement c'est de l'animal à l'homme. Les animaux, surtout les chiens, les chats,
les chauves-souris, les singes. Et ce sont des animaux qui transportent, hein, et souvent qui sont les porteurs de la maladie. Et eux, à leur contact avec l'homme, soit par morsure, soit par griffure, ils transmettent, soit à travers la salive, les germes à l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La prévention, elle est connue, hein, elle n'est même pas difficile et elle ne coûte même pas. Il s'agit de vacciner les chiens. Et il y a des études qui ont démontré que si 70% des chiens sont vaccinés contre la rage, on peut éradiquer la maladie. Et ce qui n'est pas hors de portée. Allez-y savoir combien de personnes ont été mordues et combien d'argent on a dépensé pour le sérum. Et minimum 60 000 francs, hein, pour le sérum pour prévenir, afin que la maladie ne puisse pas se propager. Mais la vaccination d'un chien, maximum, c'est entre 3 000 et 5 000 francs. Imaginez l'économie d'échelle qu'on pourrait faire, hein, en vaccinant un chien dans un quartier, en vaccinant l'ensemble des chiens du quartier. Ça permet de prendre peut-être le coût d'une personne mordue, hein, et le coût de la prise en charge d'une personne mordue. Imaginez, c'est pour ça que je vais rejoindre le docteur Samasekou en disant qu'il faut qu'on interpelle les politiques, il faut qu'on interpelle les collectivités en général. Il y a la rage, la vaccination contre la rage, elle est obligatoire. Elle est obligatoire et tout le monde doit pouvoir le faire. Et je suis sûr que si les communautés sont bien sensibilisées, c'est parce que les gens ne comprennent pas comment les choses se font que tout le monde reste mieux et on assiste à des victimes. Et si tout le monde était bien sensibilisé, bien conscient, je suis sûr que les communautés sont capables de se prendre en charge pour lutter vraiment et faire disparaître ces fléaux. Oui, c'est la responsabilité de l'État. Oui, nous accompagnons les services de l'État dans cette sensibilisation. Et c'est pour ça, depuis 2 semaines, nous organisons des conférences, débats, et des séances de sensibilisation pour expliquer, hein, tous les tenants et les aboutissants, et surtout pour montrer aux uns aux autres que c'est notre responsabilité d'anticiper et d'éviter que les petits-enfants, les enfants de nos sœurs, les enfants de nos frères, qui sont moins nantis, qui ont moins accès à la connaissance, et que ceux-ci soient victimes, qu'ils meurent, excuse-moi du terme, comme des bêtes. Hein. La mort de la rage, elle est atroce. L'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali est résolument engagée avec les efforts conjugués des autorités maliennes à enrayer ce fléau. Cela n'est possible que par des colloques sur les enjeux réels de la maladie dans notre pays. Toutes choses qui tendent à sensibiliser davantage les populations à faire vacciner une fois par an leurs animaux domestiques. Cette semaine a été également marquée par la condamnation du Touareg malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi par la Cour pénale internationale à 9 ans de prison ferme pour son implication dans la destruction des mausolées de Tombouctou. Informé au cours d'une audience à La Haye mardi dernier, le Malien est reconnu coupable de crimes de guerre. Voyons ce commentaire signé Oumar Kouyaté. C'était le mardi dernier. 9 ans de détention, voilà la sentence infligée à Ahmad Al-Faki Al-Mahdi par la Cour pénale internationale. Le verdict est tombé ce mardi 27 septembre 2016 à La Haye. Premier du genre, ce procès pour destruction de biens culturels se veut dissuasif et servira de mettre un terme à l'impunité dans le domaine qu'est la culture. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé de crimes de guerre pour avoir détruit 9 des mausolées de Tombouctou pendant l'occupation des groupes armés. Le désormais détenu de la CPI a plaidé coupable au début de son procès tout en demandant pardon à ses concitoyens. Toute chose qui lui a valu des circonstances atténuantes lors de ce procès. 9 ans de condamnation pour les faits qui remontent entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. Des organisations des droits de l'homme sont à pied d'œuvre pour incriminer Al-Mahdi d'autres crimes de torture et de viol. Pour l'heure, il médite sur son sort à la CPI pour la destruction des mausolées de la ville de 333 saints. Rappelons que ces mausolées sont classés patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La rentrée scolaire 2016-2017 est prévue normalement ce lundi 3 octobre sur toute l'étendue du territoire national. C'est une décision du ministre de l'Éducation nationale. Et cette semaine, nous avions jugé nécessaire d'aller à la rencontre du directeur général adjoint au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il nous parle ici des nouvelles dispositions, des dispositions idoines prises par les autorités maliennes pour que cette rentrée soit effective partout au Mali.
En vue d'assurer une bonne rentrée des classes au titre de l'exercice 2016-2017, les autorités maliennes, à travers le ministère de l'Éducation nationale, ont pris des dispositions idoines pour une effectivité des cours sur toute l'étendue du territoire national à partir du 3 octobre 2016. Ces mesures concernent notamment les régions du Nord qui enregistrent d'année en année une nette amélioration des cours scolaires. La rentrée est prévue officiellement par une décision signée du ministre pour le 3 octobre. Pour ce faire, des dispositions ont été prises. Les dispositions ont été prises par rapport à l'accès, la qualité et à la gestion du système éducatif. Par rapport à la qualité précisément, donc le point phare de la rentrée, ça sera l'introduction de la méthode syllabique dans le système éducatif. Et à côté de la méthode syllabique, nous avons l'approche équilibrée aussi qui et du moins avec laquelle quelques partenaires appuient le ministère de l'Éducation nationale. Pour que cette rentrée scolaire soit effective dans les zones du Nord touchées par l'insécurité, le gouvernement malien déploie les grands moyens et travaille d'arrache-pied avec les collectivités locales de manière à scolariser les enfants défavorisés. Donc parmi les autres dispositions, il s'agira pour le ministère de l'Éducation nationale de mettre un accent spécial sur la mobilisation communautaire en ce qui concerne les cas de l'Académie d'enseignement de Kidal et le delta du Niger qui vivent une situation d'insécurité. Pour la petite histoire, je vous dirais que depuis l'année dernière que l'école est ouverte à Kidal et les écoles, certaines écoles sont bien fonctionnelles. L'académie, l'administration scolaire est à Kidal. Les directeurs des académies, de l'Académie d'enseignement de Kidal et les directeurs des CAP sont sur place à Kidal et travaillent de commun accord avec la commission SEMA, éducative de la SEMA. Et cela fait suite à une mission que le ministère de l'Éducation nationale a menée. Et donc, pour vous dire que la rentrée sera, compte tenu de ces dispositions prises, la rentrée sera effective sur toute l'étendue du territoire de Kay à Kidal. Et aussi d'autres dispositions, c'est par rapport à l'accès. Ces dispositions ont consisté à la dotation de certaines localités, précisément les localités des zones post-crise en salle de classe, la dotation en kit scolaire, la dotation en dispositif de latrine de santé scolaire, plus d'autres actions que je ne vais pas pouvoir tout citer ici. Et par rapport à la gestion, nous avons toujours des pourparlers avec les collectivités territoriales pour leur appropriation totale de l'école. Donc pour cela, les groupes thématiques éducation fonctionnent très bien. Les cadres de concertation ont pu camper les décors à travers différentes réunions préparatoires de la rentrée. En termes d'innovation, les pouvoirs publics ont pensé à doter les enfants moins nantis de kits scolaires, leur permettant de bien démarrer les cours. Offrir également des commodités de base aux établissements qui sont réellement dans le besoin fait partie des prérogatives des autorités en place. L'État est à pied d'œuvre, accompagné, appuyé par les partenaires techniques et financiers et se propose de doter les enfants issus des familles démunies en kits scolaires gratuitement. Et cette action s'inscrit dans le cadre de la gratuité de l'école. Encourager l'accès des enfants à l'école, soulager les parents qui ont des moyens faibles. Bon, c'est que je vous dirais que le taux brut de scolarisation est dans l'ordre de 70% pour le fondamental. Et ce taux est en croissance. Ce taux est en croissance compte tenu de tous les efforts fournis à travers la mise en œuvre de 10 ans de mise en œuvre du projet, du plan intérimaire. Dans cette grande édition du dimanche, nous restons dans le même registre. À quelques jours d'intervalle, la fête de Tabaski coïncide chaque année dans notre pays avec la grande rentrée scolaire et universitaire, ce qui donne lieu très souvent à une double dépense, à une dépense double si vous voulez, pour les ménages qui doivent à présent acheter les fournitures scolaires pour les enfants. Revoyons cet élément signé Amadou Kamara. Au Mali, comme chaque année, la fête des Tabaski et la rentrée scolaire se succèdent l'une après l'autre. Cette année, on a fêté. Bon, ça, on a bien fêté en un mot. Et bientôt aussi, c'est la rentrée. Vraiment, je profite de l'occasion pour vous dire que vraiment, cette année, il y a eu des galères. Franchement, il y a eu des galères. Ça ne va pas du tout. En vue de cette rentrée scolaire, les parents d'élèves se bousculent pour trouver des alternatives face à cette situation.
Donc vraiment, Sam vous a aussi bien dit qu'on venait de quitter la fête de Tabaski. Aussi, dans quelques jours aussi, c'est la rentrée. Vraiment, c'est deux événements vraiment qui coincent vraiment la situation de tout et chacun. Mais c'est à voir aussi parce qu'actuellement au Mali, tout le monde est en train de crier partout. Vraiment, on a fait la fête et vraiment il y avait la galère. Après la fête aussi, c'est la rentrée, il faut les fournitures. Parce que la rentrée, ça demande vraiment un certain nombre de coûts. Quand on n'a pas d'argent, vraiment c'est dur. Mais que faire, c'est le pays. Je demande et puis je lance un appel vraiment à tout et chacun de comprendre. Tout ce qui s'est passé comme difficulté, ça c'est la volonté du Dieu. Vraiment Dieu a voulu ça. Donc un second appel un peu les parents, vraiment d'aider les enfants. C'est pas forcément de leur demander vraiment payer quoi que ce soit qu'on n'a pas. Ce qu'on a comme moyen, on peut dépenser ça. Mais ce qu'on n'a pas, on ne peut pas dépenser ça. Donc, vu le peu moyen qu'on a, il faut qu'on prépare vers la rentrée, c'est qu'il vaut la peine. Parce que le pays même là, ça dépend des élèves, les étudiants. Si on ne met pas les élèves dans la classe, vraiment, à l'heure exacte, vraiment, ça pose problème aussi. De nos jours, les temps sont très durs pour les chefs de famille. Bon, nous sommes à quelques jours de la rentrée des scolaires. Bientôt les rentrées. Étant parents d'élèves, nous invitons aux commerçants de baisser un peu les prix des fournitures scolaires. Nous avons quitté les fêtes de Tabaski. Il y a un peu de difficulté dans notre société. Compte tenu de ça, nous invitons nos chers commerçants à baisser un peu les prix de fournitures scolaires, les cahiers, les sacs, le banc et les frais scolaires aussi sont un peu chers. Le rapprochement de ces deux événements au Mali cause d'énormes difficultés aux ménages. C'est également cette semaine que nous avons eu droit à un phénomène qui relèverait pratiquement du miracle. C'est un phénomène qui s'est produit dimanche dernier dans la famille d'un officier de la gendarmerie nationale du Mali au camp 3 de Bamako à Dar Salam. C'était un reportage de Mokhtar Bagayoko suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Cela s'est produit le dimanche dernier dans la famille d'un officier de la gendarmerie nationale du Mali au camp 3 de Bamako à Dar Salam. Rien d'anormal dans le quotidien de cette dame jusqu'à ce jour où elle s'apprêtait à faire la cuisine. Au moment de couper ses aubergines, elle aperçoit des écritures arabes sur chaque tranche d'une aubergine particulière. Le légume coupé en deux retrace en alphabet arabe le nom d'Allah, le miséricordieux. Thèse vérifiée et certifiée par les érudits de la place. Notre journaliste religieux est allé à la rencontre de cette famille pour témoigner de la véracité de ce fait rarissime. Voici donc pour vous quelques témoignages poignants. Dimanche 25 septembre, il y a un miracle qui s'est produit chez moi à la maison ici, dans ma famille. Donc madame, le vendredi ou le jeudi, si je m'abuse, était allée au marché. Elle est allée payer des condiments. C'était pour faire la cuisine du dimanche. On devait faire du riz au gras. Aux environs de 8h30, donc elle a pris une aubergine qu'elle a coupée en deux. Et immédiatement, ils ont vu l'écriture, le nom de Dieu là-dedans. Quand ils l'ont vu sur les deux tranches, immédiatement ils m'ont alerté. Et j'ai pris l'aubergine. Et je me suis rendu dans le camp pour voir l'imam, pour lui montrer le miracle. Voilà comment les choses se sont passées. Moi, je suis dépassé par l'événement. Je remercie Dieu, gloire à lui, parce que le Mali est grand, hein? Le Mali est grand, Bamako est vaste. Mais si c'est la famille, notre famille qui a été choisie par Dieu pour nous faire vivre cet événement, je suis très heureux. Je prie Dieu, le Tout-Puissant, que ce nom qu'on a vu sur l'aubergine, apporte au Mali toutes les bénédictions, la paix dans ce pays-là. Le dimanche matin, je me suis réveillée à 6h du matin pour partir dans un mariage. Dans ma famille, ma co-épouse, c'est elle qui prépare ce jour-là. Donc elle a pris l'aubergine avec le couteau, elle a fait ça dans 2 morceaux. Elle a donné ça à sa petite fille pour mettre ça.
dans la marmite. Et quand celle-là, elle a aperçu ça, elle a dit, ah, tant il faut venir. Parce que j'ai vu là, on dirait que c'est le nom de Dieu qui est sur ça. Donc on est parti de sur le champ, un de nos enfants qui sait le Coran. Lui, il dit que vraiment ça c'est quelque chose que lui-même, il ne comprend pas. Mais en tout cas, il y a le nom de Dieu quand même. Notre mari a pris ça, lui il est parti chez l'imam du camp 3. Donc quand l'imam aussi a vu ça, lui aussi ce qu'il sait, il a dit ça à notre mari. Et on a amené ça dans la famille. Dès lors, le monde vient, on regarde ça, la radio, la télévision, tout le monde. Cette fin de semaine a été marquée par la visite du vice-président de la République d'Inde au Mali. Une visite de 48 heures d'amitié, une visite de travail et d'amitié. Je vous propose de revenir sur cet élément. Le vice-président était à l'Assemblée nationale du Mali où il s'était adressé à la nation malienne tout entière. Ce vendredi matin, c'est une session extraordinaire qui a été convoquée par l'Assemblée nationale du Mali pour permettre au vice-président de l'Inde de s'adresser aux parlementaires. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, du ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, ainsi que l'ensemble des députés de la nation. Dans son allocution, M. Shri Mohamed Hamid Ansari, vice-président de la République de l'Inde, s'est longuement apaisanti sur les relations bilatérales entre l'Inde et le Mali. Cette visite arrive à un moment où le continent, inspiré par l'esprit de la démocratie, renforce son contrôle sur ses ressources et accélère sa marche en avant pour assurer l'avenir prospère de ses populations, dixit le vice-président indien devant l'auguste assemblée. L'hôte du jour a longuement expliqué les contours de cette démarche de partenariat avec le Mali et l'Afrique de façon générale. Un partenariat de développement qui est fondé sur l'émancipation, le renforcement des capacités, le développement des ressources humaines, l'accès au marché indien et le soutien aux investissements indiens en Afrique afin de donner la possibilité aux peuples africains de faire leurs propres choix et d'assumer la responsabilité du développement de leur continent. Comme acte concret d'aide au développement, le gouvernement de l'Inde a accordé au Mali 7 lignes de crédit d'une valeur totale de 353 millions de dollars. L'Inde participe également à la finalisation d'un grand projet de transport d'électricité d'un montant de 150 millions de dollars qui raccordera Bamako à Sikasso en passant par Bougouni. Le vice-président n'a pas manqué au cours de cette allocution d'encourager les autorités maliennes et de se féliciter de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation dont la bonne conduite, espère-t-il, permettra le maintien de l'intégrité territoriale, d'une paix durable, du développement et de la prospérité. C'est donc la fin de la grande édition de ce dimanche, en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine en compagnie des programmes de votre télévision préférée, la chaîne de proximité Chérifla, partout dans le monde, Chérifla TV. À très bientôt, merci.